Bonjour! Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment les ménages, à partir de leurs revenus disponibles, dégageaient des capacités de financement, du fait qu'ils épargnent quasiment en permanence et qu'ils ne réalisent des investissements que très ponctuellement. Nous avons vu aussi comment les entreprises pouvaient épargner à partir de leur excédent brut d'exploitation, mais que cependant, cette épargne est généralement insuffisante pour couvrir leurs besoins d'investissement et qu'ils sont plutôt donc tous des acteurs en besoin de financement qui ont besoin de recourir à un financement externe, que ce soit au niveau des banques ou des marchés financiers. Il nous reste maintenant un type d'acteur économique à étudier, l'État. Et c'est ce que nous allons commencer à faire dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Pour cela, je vous propose de revenir et de déconstruire un certain nombre d'idées reçues sur le budget de l'État et de l'administration publique et de voir ensemble si ces affirmations sont vraies ou fausses. Commençons par justement cette question, le budget de l'État et le budget des administrations publiques, c'est la même chose. Alors, à votre avis, vrai ou faux? En l'occurrence, c'est faux. L'État, c'est juste un type d'administration publique et pour être précis, il faudrait parler des administrations publiques centrales. Vous avez à côté de ça les collectivités locales, donc en gros les régions, les départements, les municipalités et dans une certaine mesure les communautés de communes, et la sécurité sociale. Et ces trois budgets sont gérés de façon séparée. Évidemment, il peut y avoir des transferts, notamment l'État fait des transferts auprès des collectivités locales, mais ça gère et ça se présente comme trois types de budgets séparés, trois types d'administration publique. Et donc, il faut faire attention, on a souvent tendance à parler du budget de l'État pour désigner en réalité le budget de toutes les administrations publiques, alors qu'il peut y avoir des nuances. Autre affirmation, les impôts et cotisations sociales sont la seule source de financement des administrations publiques. Faux à nouveau. Alors, c'est pas loin quand même, parce que quand on regarde l'ensemble des recettes des administrations publiques, on voit bien que les impôts et les cotisations sociales, ce qu'on appelle généralement ensemble les prélèvements obligatoires, c'est environ 90% des recettes des administrations publiques. Mais c'est pas la seule chose, il reste quand même 10% où vous retrouvez notamment des recettes qui viennent des activités productives des administrations publiques et des recettes qui vont venir des actifs qu'elles possèdent, que ce soit des biens immobiliers ou des titres financiers. Autre question, à votre avis, quelle est la principale source des dépenses publiques? Est-ce que c'est le salaire des fonctionnaires, des prestations sociales, l'investissement public ou autre chose, comme par exemple les intérêts de la dette? En l'occurrence, ce sont les prestations sociales et plutôt de loin. En effet, parmi l'ensemble des dépenses des administrations publiques, les prestations sociales représentent plus de 45%. Donc plus de 2 fois plus que ce que représentent les salaires des fonctionnaires, par exemple, qui sont plutôt aux alentours de 22%. À côté de ça, vous avez aussi les différents investissements publics et tout un ensemble d'autres dépenses parmi lesquelles on retrouve les intérêts de la dette, l'acquisition de titres financiers, les subventions versées aux entreprises et les consommations intermédiaires utilisées par les administrations publiques, entre autres. Mais clairement, voilà, on voit bien, ce sont les prestations sociales qui représentent la plus grande dépense publique. Alors là, je parle dépenses des administrations publiques. Donc c'est pas juste les minima sociaux qui peuvent être versés par l'État ou les collectivités locales, mais on retrouve aussi et notamment en fait toutes les dépenses de sécurité sociale, comme l'assurance maladie et plus encore les pensions de retraite. Et c'est en réalité les pensions de retraite qui représentent la principale prestation sociale en termes de volume monétaire. Autre affirmation, la dette publique est plus importante que le PIB de la France. Alors, vrai ou faux? Ça, en l'occurrence, c'est vrai. Alors, c'est vrai surtout depuis 2020, puisqu'en 2020, la dette publique représente 115,1% du PIB.
Auparavant, le niveau de la dette publique était légèrement inférieur au PIB, mais en effet, on se rapprochait doucement des 100%. En 2020, la crise sanitaire et toutes les aides, que ce soit aux ménages ou aux entreprises qui ont été versées par les administrations publiques, ont naturellement conduit à une augmentation de la dette publique qui est donc passée au-dessus du niveau du PIB. Alors cependant, il faut faire attention quand on compare la dette publique et le PIB, parce que le PIB, c'est ce qu'on appelle en économie un flux. C'est un ensemble d'activités de création de richesse qui sont additionnées ensemble. Par exemple, je mange dans un restaurant un burger. Ce restaurant utilise pour faire ses burgers du pain qu'il achète à une boulangerie. Cette boulangerie achète sa farine à un meunier qui lui-même va récolter le blé au niveau des agriculteurs et agricultrices. Et en fait, voilà, on va du coup avoir la valeur ajoutée, donc la richesse créée par le restaurant, plus la richesse créée par la boulangerie, plus la richesse créée par le meunier ou la meunière, et plus la richesse créée par les agriculteurs et agricultrices. Et tout ça, enfin en faisant évidemment, en imaginant l'ensemble des organisations qui sont présentes sur un territoire, ça fait le PIB. Alors que, et donc ça c'est juste valable pour une année. Alors que la dette publique c'est un stock, c'est quelque chose de fixe qui se prolonge d'année en année. En gros, alors que le PIB ça retrace tout un ensemble d'activités, et un peu comme un film si on devait simplifier, la dette publique, vu que c'est un stock, c'est plutôt une photographie à un instant T. Voici ce que les administrations publiques françaises doivent à leurs créditeurs. Notamment l'idée que, mais du coup, si on a une dette publique qui est à 100% du PIB, ça veut dire que si tout le monde se prive de salaire, on va pouvoir rembourser la dette et qu'on prend tout pour rembourser la dette. Ça marche pas comme ça. Parce que notamment, s'il n'y a pas de salaire, moi, je peux pas payer le restaurant ne peut pas payer la boulangerie, etc. Et en fait, du coup, il n'y a pas de création de richesse. Donc voilà, c'est vrai que c'est des idées qu'on peut avoir de se dire, tiens, dette publique 100% du PIB, ça veut dire que pour rembourser l'ensemble de la dette publique d'un coup, l'État pourrait augmenter les impôts de façon à prélever tous les salaires et hop, il fait disparaître la dette publique. Non, ça marche pas comme ça en l'occurrence. En définitive, le budget des administrations publiques est organisé comme n'importe quel budget de n'importe quelle entreprise ou même d'un ménage. Vous avez d'un côté des dépenses, et on a vu qu'il y a une grande diversité de dépenses publiques, même si la majorité, ce sont les prestations sociales. Et de l'autre côté, vous avez des recettes. Et là, encore plus que parmi les dépenses, il y a quelque chose qui se dégage nettement parmi les recettes. 90% des recettes des administrations publiques, ce sont les prélèvements obligatoires. Petite définition, les prélèvements obligatoires désignent l'ensemble des impôts, taxes et cotisations sociales prélevées par les administrations publiques. Je répète, les prélèvements obligatoires désignent l'ensemble des impôts, taxes et cotisations sociales prélevées par les administrations publiques. Alors je pense que cette définition, elle est assez simple. Cependant, j'aimerais revenir sur la distinction qu'on peut faire justement entre impôts, taxes et cotisations sociales. En l'occurrence, dans le langage courant, on a souvent tendance à distinguer impôts et taxes. Mais cette distinction, elle ne se retrouve pas vraiment en économie. À la limite, on pourrait la rattacher à la distinction entre impôts directs et impôts indirects. Les impôts indirects, ce sont les impôts qui sont prélevés directement au niveau des acteurs économiques en fonction de leurs revenus. C'est le cas par exemple de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, mais aussi de l'impôt sur les sociétés et leurs bénéfices. À côté de ça, vous avez donc les impôts indirects qui sont prélevés lors de certaines activités, notamment lors des activités de consommation. En l'occurrence, donc, c'est par exemple le cas de la TVA. Donc on pourrait se dire que voilà, dans le langage courant, ce qu'on appelle impôt, ça correspond aux impôts directs et les taxes sont les impôts indirects. Mais voilà, en économie, sinon à part ça, on ne fait pas de distinction entre les deux. Par contre, on distingue traditionnellement les impôts et taxes d'un côté
et les cotisations sociales de l'autre. Pourquoi ? Parce que les impôts et taxes ont pour but de financer notamment directement l'État et les collectivités locales, alors que les cotisations sociales, ça vient financer la sécurité sociale et c'est prélevé directement sur le revenu des travailleurs et des travailleuses. En gros, c'est une cotisation pour participer au financement de l'assurance sociale, de l'assurance maladie, des retraites, de l'assurance chômage, et pouvoir éventuellement bénéficier de certaines prestations si jamais on se retrouve dans ces situations, qu'on soit malade, au chômage ou quand on arrive à la retraite. Donc finalement, c'est comme n'importe quelle cotisation de n'importe quelle assurance, on cotise pour pouvoir bénéficier de prestations ensuite. Cependant, cette distinction entre impôts et taxes d'un côté et cotisations sociales, aujourd'hui, elle a tendance à devenir plus floue, plus incertaine. En effet, vous avez d'une part des impôts et taxes qui sont prélevés directement sur le revenu des travailleurs et des travailleuses, ce qui était généralement réservé aux cotisations sociales. Vous avez par exemple aujourd'hui l'impôt sur le revenu qui est prélevé à la source, donc qui est prélevé directement sur votre salaire, même s'il peut y avoir des ajustements une fois par an en fonction des autres choses qui vont se passer en dehors de vos salaires. Vous avez aussi la CSG, la contribution sociale généralisée, qui elle est prélevée sur les salaires de façon encore plus ancienne. Ça part depuis les années 1990, 1993 si je ne me trompe pas. Et cette CSG, cette contribution sociale généralisée, c'est officiellement un impôt, ce qui lui permet notamment de toucher pas simplement les revenus du travail, les salaires, mais en fait de toucher tous les types de revenus, que ce soit par exemple les pensions de retraite, les gains que vous pouvez avoir au niveau de jeux du hasard, notamment de loterie. Donc ça permet de prélever plus de revenus que juste les salaires, mais ça vient financer la sécurité sociale. Donc là, on a un impôt qui est prélevé directement sur les revenus, notamment sur les salaires, et qui vient financer la sécurité sociale. Et là, clairement, on a une logique qui vient atténuer les contours entre impôts et taxes d'un côté et cotisations sociales. Mais du coup, voilà, l'appellation prélèvement obligatoire permet d'être assez large, de couvrir tout. Si vous utilisez le terme impôt seulement, vous allez être officiellement plus restrictif. Et on peut vous reprendre là-dessus. Quand on compare les recettes et les dépenses publiques, on obtient le solde budgétaire. Car en effet, la définition du solde budgétaire, c'est simplement la différence entre les recettes des administrations publiques et les dépenses des administrations publiques. Je répète, le solde budgétaire représente la différence entre les recettes et les dépenses des administrations publiques. Quand ce solde est positif, c'est-à-dire quand on a plus de recettes que de dépenses, on a un excédent public. À l'inverse, quand les recettes sont plus faibles que les dépenses, que donc le solde budgétaire est négatif, on a un déficit public. En l'occurrence, quand on étudie l'évolution des recettes et des dépenses publiques depuis 1993, on voit bien que les recettes publiques en rouge ont toujours été en dessous des dépenses publiques en jaune. Alors cet écart a été plus ou moins important. Vous avez des moments où l'écart était assez faible, donc le déficit public était assez faible, c'est par exemple le cas au niveau des années 2000, et d'autres moments où l'écart s'est creusé, par exemple lors de la crise économique de 2008-2009, on voit bien que les dépenses publiques ont augmenté totalement alors que les recettes publiques sont restées stables, ou encore lors de la crise sanitaire, avec à nouveau une augmentation des dépenses publiques qui ne correspond clairement pas à une augmentation des recettes publiques, d'où un déficit public assez important, aux alentours en l'occurrence de 9 points du PIB. Quand vous vous retrouvez dans cette situation où vos dépenses sont plus importantes que vos recettes, vous dépensez plus d'argent que ce que vous gagnez, vous n'avez globalement qu'une seule chose à faire,
emprunter, demander de l'argent à quelqu'un d'autre pour vous aider à faire face à vos dépenses. Et finalement, c'est pas différent pour l'État et les administrations publiques que pour n'importe quelle entreprise ou même n'importe quel ménage. Chaque situation de déficit public correspond donc à un besoin de financement de la part des administrations publiques qui vont notamment émettre des obligations sur les marchés financiers pour pouvoir combler ce déficit. Bon, là, je vais plutôt me recentrer sur la situation de l'État puisque c'est différent pour les autres administrations publiques, notamment les collectivités locales qui, elles, vont plus souvent que l'État emprunter au niveau des banques. En l'occurrence, les obligations émises par un État sont généralement considérées comme moins risquées que les obligations émises par une entreprise privée. Tout simplement parce qu'on considère qu'un État ne peut pas faire faillite, qu'il sera toujours présent et donc capable de faire face à ses engagements financiers. Donc éventuellement, si un État se trouve en difficulté, on peut changer la durée de l'emprunt en renégociant. On peut aussi, ce qui en fait est fait généralement, rembourser un emprunt, une obligation en émettant une nouvelle obligation, etc. Mais voilà, on considère que le niveau de risque associé à une obligation publique est plus faible que pour une obligation privée. Par conséquent, le taux d'intérêt va être plus faible pour les États que pour les entreprises privées. Alors évidemment, ça dépend quand même de la situation des États. Des États qui sont en développement ou qui ont même des difficultés par rapport au marché financier vont devoir faire face à des taux d'intérêt qui sont généralement plus élevés que des États envers lesquels les marchés financiers ont plutôt confiance. Et à l'inverse, vous avez des grandes entreprises qui inspirent la confiance au marché financier, qui vont donc pouvoir justement avoir des taux d'intérêt plus faibles que des États en difficulté. Donc, le déficit public, chaque année, entretient et creuse la dette publique. Petite définition, la dette publique représente toutes les sommes empruntées par les administrations publiques et qu'il reste à rembourser. Je répète, la dette publique désigne toutes les sommes empruntées par les administrations publiques et qu'il reste à rembourser. Alors, il faut faire attention cependant qu'on utilise l'expression de dette publique en tant que telle, elle est souvent associée à la dette de l'État. Et il faut faire attention à savoir est-ce qu'on parle de la dette de l'État seulement et des collectivités centrales, des administrations centrales, ou est-ce qu'on parle de la dette de l'ensemble des administrations publiques. Il faut donc faire attention, il peut y avoir une nuance évidemment, puisque la dette de l'ensemble des administrations publiques, c'est la dette de l'État et des administrations centrales, mais aussi la dette des administrations de sécurité sociale et des collectivités locales. Forcément, la dette des administrations publiques est plus importante que seulement la dette de l'État. Maintenant, il nous reste à explorer cette question de est-ce que le déficit public est forcément une mauvaise chose? Parce que là, on a dit le déficit public, c'est de l'emprunt, c'est creuser la dette, et là, on a l'impression que c'est une mauvaise chose. Clairement, c'est d'ailleurs dénoncé régulièrement sur les plateaux télé et dans les débats publics et politiques, qu'il faut faire attention, qu'on a un niveau d'endettement qui est excessif, que c'est une dette qu'on fait peser aux générations futures, à nos enfants et nos petits-enfants, qu'aucun ménage ou administration publique pourrait être avec une telle dette, qu'aucun ménage ou aucune entreprise privée ne pourrait avoir une telle dette, et qu'il faudrait donc être responsable et chercher à rembourser cette dette. Mais en même temps, on a dit que l'État était plus ou moins éternel, plus ou moins immortel, en tout cas avait une durée de vie considérée comme indéfinie, et que justement cela inspirait confiance au marché financier au point de pratiquer auprès des États un taux d'intérêt plus faible que pour les entreprises privées. Alors comment est-ce qu'on peut concilier ces idées que finalement la dette de l'État semble généralement sans risque et que les marchés financiers sont prêts à prêter de l'argent régulièrement à l'État et aux administrations publiques, et en même temps avoir ce niveau de dette qui est très important,
et qui ne semble pas responsable? Cette question, on ne va pas la traiter tout de suite parce qu'elle est, comme vous l'aurez compris, assez complexe. On verra ça dans la vidéo suivante. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.